Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast 2 minutes pour parler de saison 3. Aujourd'hui, spécial management. Parlons du management bienveillant. Est-ce une mode ou une nécessité ? Depuis quelques années, un mot s'est invité dans toutes les conversations sur le management, la bienveillance. J'entends encore des confrères me dire « J'en ai marre du manager bienveillant, on n'est pas dans le monde des bisounours ». Eh bien, on en parle dans les formations, dans les conférences, dans les entreprises. Certains la présentent comme la clé de l'engagement, la solution miracle pour créer des équipes plus heureuses et plus performantes. D'autres, au contraire, y voient une mode, une injonction nouvelle qui ne résiste pas à la réalité du terrain. Alors, comme mon confrère, que faut-il en penser ? Est-ce un véritable levier de performance ou un simple mot qui sonne bien ? Le management a profondément changé ces dernières années, nous le savons. Les attentes des collaborateurs ne sont plus les mêmes. Les jeunes générations notamment ne veulent plus seulement un emploi, elles cherchent du sens, de la reconnaissance, un cadre où elles peuvent s'exprimer sans crainte. Dans ce contexte, la bienveillance semble être une réponse évidente. Écouter davantage, comprendre les besoins, soutenir plutôt que sanctionner. Sur le papier, tout ça paraît bien séduisant. Mais dans la pratique, de nombreux managers hésitent encore, car finalement la question est plus complexe qu'il n'y paraît. Être bienveillant, est-ce renoncer à l'autorité ? Est-ce accepter toutes les demandes, dire oui à tout, éviter les conflits ? Beaucoup craignent que la bienveillance ne soit qu'un vernis qui fragilise l'efficacité et le respect. A l'inverse, d'autres défendent qu'elle est devenue incontournable. Dans un monde marqué par le stress, les incertitudes et la complexité, les collaborateurs ont besoin d'un environnement où ils se sentent soutenus pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, encore une fois, les neurosciences, oui, je sais, encore, nous éclairent finalement sur ce point. Les recherches récentes montrent que lorsqu'un collaborateur se sent respecté, reconnu et écouté, vous le savez si vous avez écouté l'épisode précédent, son cerveau libère, j'essaie de vous écouter, de l'ocytocine et aussi de la dopamine, qui renforce la motivation, la coopération et la créativité. À l'inverse, un climat managérial fondé sur la peur ou la pression active les circuits du stress, notamment l'amygdale, ce qui limite la réflexion, bride l'innovation et provoque à terme du désengagement. Autrement dit, la bienveillance n'est pas qu'une question de valeur, c'est aussi une question de performance mesurable. Pourtant, sur le terrain, de nombreux managers expriment leurs doutes et cela paraît légitime. Certains disent de manquer de temps pour instaurer des pratiques dites bienveillantes. D'autres craignent de perdre leur crédibilité en relâchant la pression. Puis il y a ceux qui confondent bienveillance et laxisme, deux notions qui pourtant n'ont rien à voir. Dans une étude publiée par Ipsos en 2024, 57% des managers en France déclarent se sentir pris entre deux feux. Devoir atteindre des objectifs toujours plus ambitieux tout en intégrant les nouvelles attentes de leurs équipes. En fait, cette tension permanente les pousse parfois à renoncer par peur de ne pas trouver finalement le bon équilibre. Donc, dans cet épisode, nous allons explorer ce sujet et nous verrons ce que recouvre réellement la notion de management bienveillant au-delà des clichés. Nous analyserons les données les plus récentes, les tendances observées dans les entreprises et les résultats obtenus par celles et ceux qui ont choisi d'intégrer ces pratiques. Car au fond, la question n'est pas simplement de savoir si le management bienveillant est une mode ou une nécessité. La vraie question, c'est de comprendre comment, quand et pourquoi la bienveillance peut devenir un levier puissant, à condition bien évidemment d'être incarné, sincère et équilibré. D'abord, la bienveillance en management ne relève pas d'une soft skill gentille mais inefficace. Au contraire, elle représente un levier de performance solide. Selon un article publié depuis 2025, un manager bienveillant incarne un leadership authentique qui stimule la productivité, renforce la résilience des équipes et suscite l'adhésion collective. Les collaborateurs se sentent valorisés, créatifs, engagés. Alors, demandez à mes collaborateurs. A priori, je pratiquerai un management bienveillant. Bref. Au-delà de l'intuition, il existe aussi des voix critiques qui soulignent que la bienveillance, si elle est mal comprise, peut devenir contre-productive. Une étude relayée très récemment, en juin, met en garde
contre l'excès de gentillesse sans cadre. Cela peut générer finalement une dépendance émotionnelle et avoir l'effet non souhaité de réduire la créativité et affaiblir la responsabilité individuelle si elle n'est pas associée à de vraies attentes de performance, donc un cadre clair. Cette balance délicate est aussi mise en relief par des travaux récents. En fait, un guide qui a été écrit par managersanté.com identifie les principales erreurs à éviter, à savoir confondre bienveillance et laxisme, appliquer une bienveillance de façade ou déconnecter des objectifs et aussi ignorer la dimension organisationnelle comme les contraintes de temps ou la culture d'entreprise. Le management bienveillant ne se substitue pas aux résultats à attendre, il les soutient à condition d'être ancré dans une exigence juste. Autre donnée essentielle, la responsabilité partagée. Il ne suffit plus que le manager soit bienveillant, certains travaux soulignent que cette dynamique doit être réciproque. Lorsque la bienveillance est unilatérale, elle peut conduire à l'épuisement ou à l'isolement du manager. C'est pas moi qui le dis, c'est Malakoff Humanis. Enfin, soulignons que des entreprises comme le groupe Casino ont poussé cette démarche loin. Dès 2014, elles ont inscrit la bienveillance au cœur de leur stratégie managériale, la déployant via des formations, des chartes et un accompagnement sur le long terme. Ces actions reposaient sur des fondements à la fois scientifiques et humains et ont renforcé la cohésion interne tout en soutenant la performance opérationnelle. Enfin, à peu près, puisqu'on sait ce qu'est devenu le groupe Casino. Donc, vous l'aurez compris, parler de management bienveillant, c'est souvent éveiller finalement des réactions très contrastées. Pour certains, c'est une évidence, pour d'autres, c'est une illusion douce. Voilà, la réalité, comme souvent, elle se trouve entre les deux, vous l'avez compris, les bénéfices d'abord sont indéniables. Lorsqu'un manager adopte une posture bienveillante, il crée un climat de sécurité psychologique. J'en réfère à l'épisode précédent, je ne vais pas réinsister sur le sujet. La bienveillance a un impact direct également sur la motivation et l'engagement. Une étude de Deloitte l'avait confirmé également. Le mécanisme en fait finalement est simple. Lorsqu'un collaborateur se sent reconnu, eh bien son cerveau libère de la dopamine. Voilà, ce neurotransmetteur qui favorise l'envie d'agir et la persévérance. Dans les faits, cela se traduit par moins de turnover, moins d'absentéisme et une meilleure cohésion interne. Mais pour que ces effets soient durables, la bienveillance doit être comprise pour ce qu'elle est, une exigence équilibrée. Beaucoup d'erreurs que des managers font, c'est de penser que bienveillance rime avec tolérance infinie. Et ça, c'est un piège. Une bienveillance sans cadre, sans clarté dans les attentes peut générer un effet pervers, à savoir la démotivation. Voilà, quand les objectifs sont flous, les collaborateurs se perdent. Donc, un objectif clair et la bienveillance aident à avoir une équipe performante. D'ailleurs, les neurosciences confirment cette idée. Pour que la bienveillance fonctionne, elle doit être accompagnée d'une structuration claire. Encore une fois, le cerveau humain a besoin d'autonomie, mais aussi de repères. Sans cap précis, il active des circuits d'incertitude, ce qui augmente le stress et réduit la performance. Autrement dit, le manager bienveillant n'est pas celui qui dit oui à tout, mais celui qui crée un cadre sécurisant où les règles du jeu sont connues et justes. Un exemple concret illustre bien ce point. En 2024, en tout cas une enseigne que je connais bien, du retail français, a lancé un programme de leadership bienveillant auprès de ses directeurs de magasins. La démarche reposait sur 2 piliers. Former les managers à l'écoute active et à la reconnaissance, tout en leur donnant des outils de pilotage plus précis pour fixer des objectifs clairs. Résultat, en quelques mois, le taux d'engagement des collaborateurs a progressé de 18% et le turnover a chuté de 22%. La bienveillance dans ce contexte n'était pas une posture naïve, c'était une stratégie organisée et mesurable. Alors inversement, plusieurs études mettent en garde contre la bienveillance de façade. C'est le cas lorsque les discours sont chaleureux mais que les décisions restent autoritaires, opaques ou incohérentes. Ce décalage crée une dissonance cognitive chez le collaborateur qui perçoit la bienveillance comme une forme de manipulation. L'effet peut être très pernicieux, voire dévastateur. Perte de confiance, démobilisation, départ massif. Bon, la sincérité est donc une condition non négociable.
Donc au fond, la bienveillance n'est pas une mode, ce n'est pas non plus une faiblesse, c'est un équilibre subtil entre exigence et humanité, entre clarté et écoute, entre performance et sens. C'est ce point d'équilibre qui transforme les équipes lorsqu'elles comprennent où elles vont, pourquoi elles y vont et se sentent soutenues. Donc avez-vous peut-être entendu des conseils pratiques finalement en filigrane dans les études dont je vous ai parlé, mais je vais quand même revenir sur ces conseils pratiques en détail. Le premier point, c'est de comprendre que la bienveillance ne peut pas exister sans exigence. C'est-à-dire qu'un manager qui se contente de ménager les susceptibilités ou de faire plaisir à tout le monde finit par perdre son cap. Le rôle du manager n'est pas d'éviter les tensions à tout prix, mais de les traiter avec respect. Cela veut dire poser un cadre clair, définir des attentes précises et les expliquer. Lorsque le sens des objectifs est partagé, le cerveau se sent sécurisé. Il sait où il va, pourquoi il y va, et peut déployer son énergie sans gaspiller de ressources à naviguer dans l'incertitude. D'ailleurs, des études de Ned Herman pourraient vous éclairer sur comment communiquer sur justement les objectifs et le sens, etc. Bref, je vous laisse aller chercher les informations sur ce sujet. De toute façon, un podcast sera dédié à Ned Herman dans les prochaines semaines. Ensuite, vient la question d'un sujet qui me passionne, l'écoute active. Beaucoup de managers pensent écouter, mais en réalité, ils attendent leur tour pour répondre. Écouter, c'est suspendre son jugement, accueillir sans interrompre, poser des questions ouvertes, reformuler. Les neurosciences nous montrent que ce type d'écoute active favorise l'activation de l'insula. Ceux qui me suivent en formation savent de quoi je parle. Une zone du cerveau en fait, qui est liée à l'empathie et à la coopération. Et cette activation n'a rien d'anecdotique. Lorsqu'un collaborateur sent que son point de vue est compris, même s'il n'est pas retenu, son niveau d'engagement augmente considérablement. Autre élément essentiel, reconnaître les efforts et les réussites. J'en parlais lors de mon précédent épisode, la reconnaissance ne doit pas être exceptionnelle, elle doit être intégrée au fonctionnement quotidien. Mais attention, il ne s'agit pas de compliments superficiels. Dire « bon travail mon gars », ça suffit pas. Une reconnaissance efficace et spécifique et sincère. Elle décrit le comportement, elle valorise l'effort et relie la réussite à l'objectif collectif. Cette précision nourrit la motivation en stimulant la libération de la dopamine, petite molécule qui nous pousse à reproduire les comportements positifs. Pour que la bienveillance soit durable, il faut aussi penser à la gestion des émotions, autant les vôtres que celles de votre équipe. Un manager bienveillant ne cherche pas à les effacer, mais à les accueillir. Dire « je comprends que cette situation soit difficile » n'affaiblit pas votre autorité, au contraire. Cela crée un lien humain qui favorise la coopération. En parallèle, apprendre à réguler votre propre stress est tout aussi crucial. Un manager tendu active par mimétisme le système d'alerte émotionnelle de son équipe. Le calme, lui, est contagieux. Enfin, la mise en œuvre de la bienveillance suppose de créer des rituels collectifs. Pas de grande révolution, juste des espaces où l'équipe peut s'exprimer et se reconnecter. Cela peut être un court point hebdomadaire où chacun partage un succès, une difficulté, une idée. Ces moments réguliers renforcent le sentiment d'appartenance et favorisent la circulation d'informations. Ils activent un mécanisme puissant, la cohésion sociale, l'un des moteurs les plus profonds de la motivation collective. Alors, tout cela peut sembler exigeant et ça l'est, soyons clairs. La bienveillance authentique demande du temps, de l'attention et parfois même du courage managérial. Mais ces effets sont concrets. Des entreprises qui ont intégré ces pratiques observent des résultats tangibles, une meilleure fidélisation, une baisse du turnover, une hausse de l'engagement et finalement une performance durable. La clé, c'est la constance. Ce n'est pas une question d'action ponctuelle qui transforme la dynamique d'une équipe, c'est bien finalement la question d'une répétition quotidienne de petites habitudes qui changent la culture. Alors, pour terminer, question, faut-il trancher ?
Le management bienveillant, est-ce une mode passagère ou une nécessité pour les entreprises d'aujourd'hui ? Alors, après avoir exploré les faits, les études et les exemples concrets, selon moi, la réponse est plutôt claire. La bienveillance n'est pas une option, mais elle ne peut pas être une bienveillance de façade. Et elle ne peut pas se limiter à la seule expression de notre bienveillance, mais elle doit être accompagnée, bien évidemment, d'un cadre. Elle ne se résume pas à être agréable ou complaisant, c'est un équilibre subtil entre exigence et humanité, entre l'écoute et la clarté. Les collaborateurs en fait d'aujourd'hui, toutes générations confondues, attendent des messages capables de donner du sens. Ils attendent que leur manager crée un climat de confiance, qu'ils encouragent la coopération. Donc ce n'est pas une tendance, c'est un besoin profondément ancré dans notre fonctionnement cérébral. Et les bénéfices, encore une fois, sont mesurables. Plus de motivation, plus d'innovation, plus de fidélité. Mais pour cela, la bienveillance doit être sincère, incarnée, soutenue par le cadre donc. Voici donc une invitation simple. Choisissez un seul geste concret pour commencer. Peut-être prendre le temps d'écouter un collaborateur sans l'interrompre. Peut-être clarifier les objectifs d'un projet pour donner plus de sens ou simplement reconnaître un effort, un engagement, une idée. Ce n'est pas le volume d'action qui transforme une équipe, mais finalement la régularité des intentions. Alors, si ce sujet vous a intéressé, préparez-vous pour le prochain épisode donc de notre podcast saison 3, 2 minutes pour parler d'eux. Nous aborderons une question qui divise profondément les entreprises. Faut-il encore faire des entretiens annuels ? Sont-ils un outil dépassé ou une étape clé pour accompagner la performance ? Nous arrivons au terme de cet épisode. Alors permettez-moi de vous remercier pour le temps d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et pourquoi pas noter notre épisode. Envoyez-nous vos commentaires également sur info@humanissu.fr et nous serons heureux d'échanger avec vous. Si vous avez besoin de formation management, vous savez à qui vous adresser. À moi, j'espère. Allez, passez une très bonne journée ou soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Ciao, ciao!